L'État français a signé pour crimes contre l'humanité ainsi qu'une entreprise accusée d'avoir recouru au travail forcé pendant la colonisation pour construire le chemin de fer Congo-Océan. Notre invité, le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui porte plainte. Et on commence donc avec un dossier méconnu, la construction du chemin de fer Congo-Océan dans les années 20, durant la colonisation française. Une entreprise gigantesque qui a contraint des milliers de personnes, des Congolais, à travailler, exploiter, maltraiter, sans salaire. Près de 100 ans après les faits, en France, le Conseil national représentatif des associations noires de France porte plainte et assigne l'État et la société de construction pour crimes contre l'humanité. Le reportage de nos confrères de France 2. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée... Un chantier gigantesque, sans précédent au Congo, avec 100 000 ouvriers congolais ou amenés d'autres colonies françaises pour la construction d'une voie ferrée de 610 km reliant Brazzaville à l'océan. Mais ce qu'oublient les actualités Gaumont en 1934, c'est que cette grande œuvre coloniale a sa part d'ombre. Tous les ouvriers du chantier sont des travailleurs forcés. Les 13 années de construction de la ligne ont coûté la vie à 17 000 d'entre eux. C'est pour sortir cette hécatombe de l'oubli qu'une association vient d'assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société de construction des Batignolles, maître d'œuvre, mais aussi l'État français, pour crimes contre l'humanité. Les travailleurs forcés sont tous des civils, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation. Sans salaire, sous-alimentés, ils effectuent des travaux de terrassement à la main. Au début des travaux, 57% des travailleurs forcés meurent de maladies et d'épuisement. Alors peut-on parler de crimes contre l'humanité? Les tribunaux peuvent-ils juger l'histoire? Les deux historiens que nous avons rencontrés sont partagés. Je ne sais pas si les tribunaux sont les mieux armés pour le faire, parce qu'ils ont une arme qui est l'arme pénale, qui qualifie des situations comme étant constitutives de bourreaux d'un côté et de victimes de l'autre, qui donc tranche dans l'histoire, qui quelque part reconstruit l'histoire à sa manière, en créant des catégories différentes, selon qu'on est du côté des bourreaux et du côté des victimes. Et je crains qu'effectivement, dans ce cas-là, il y ait une lecture simplifiée de l'histoire. On ne peut absolument pas faire table rase du passé. Les tribunaux ont ce rôle à jouer, qui est d'une certaine façon une façon de déployer la question, de la faire connaître. La procédure contre l'État a peu de chances d'aboutir, celle contre la société de construction un peu plus. Mais le but des plaignants est surtout, effectivement, de faire parler de cette page méconnue de notre histoire coloniale. Alors, est-ce que le principal objectif de l'association, c'est de faire connaître cette histoire? On a posé la question au président du CRAN, Louis-Georges Tin. Il était notre invité tout à l'heure. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est la vérité, mais le second, c'est la justice. Et il faut que justice soit faite. Il y a là un crime contre l'humanité, donc c'est important que cette justice soit mise en œuvre. Mais vous avez beaucoup d'espoir que cette affaire aboutisse, parce qu'on a vu que dans des cas similaires, ce n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de moyens d'avancer, des moyens judiciaires, des moyens politiques, des négociations internationales. Non, ce n'est pas du tout une cause désespérée, bien au contraire. Alors, est-ce que, comme l'un des historiens le dit dans ce sujet, vous ne pensez pas que le fait que la justice s'empare de faits historiques comme cela, ça risque de simplifier l'histoire, de faire, comme il le dit, des victimes d'un côté, des bourreaux de l'autre? Alors, c'est mal connaître le travail des tribunaux qui examinent les circonstances. Et là, les circonstances sont très claires. Déjà à l'époque, quelqu'un comme André Gide, dans son voyage au Congo, n'avait eu de cesse de condamner le chemin de fer. La Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, avait déjà dit qu'il s'agissait d'esclavage, car le mot travaux forcés dissimule mal la réalité. Et j'irai même plus loin, il se trouve qu'en France, on croit en général que l'esclavage a été aboli en 1848. La vérité, c'est qu'il y a eu plus d'esclaves après l'abolition qu'avant, ce qui est quand même paradoxal. Alors, au nom de qui aujourd'hui vous portez plainte? Vous avez retrouvé des descendants de ces travailleurs? Il y a des descendants, malheureusement, évidemment, les documents ne sont pas donnés, il n'y avait pas de certificat de décès. Donc notre association a dans ses statuts la défense des intérêts matériels et moraux des peuples colonisés. Nous avons donc qualité à agir. Alors vous portez plainte donc, au nom de ces victimes. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Alors la réparation peut être déployée de plusieurs façons. On peut imaginer des indemnités pour les descendants. On peut demander qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des infrastructures dans tous les villages qui ont été victimes de razzias, non seulement au Congo, mais également en République centrafricaine ou par exemple encore au Gabon ou dans toute la région. Voilà un peu ce que nous demandons.